on est passé vraiment à une dimension du deuil un peu différente. Le deuil était très collectif avant, et là, on va vers un deuil de plus en plus intimiste. Racines et récits. Racines et récits. Le podcast des généalogistes de l'U-Projet. Racines et récits vous propose 2 fois par mois une rencontre avec un généalogiste familial professionnel pour découvrir une facette étonnante et méconnue de votre histoire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Racines et récits. Parmi les nombreuses sources dont se nourrit le généalogiste dans son inlassable quête d'ascendant, il en est une qui constitue parfois un véritable arbre généalogique à part entière. Je veux parler ici du faire-part de décès. Au-delà de l'acte d'état civil, par nature bref, administratif, souvent impersonnel, le faire-part a connu un âge d'or au XIXe siècle, fourmillant de détails sur la composition de la famille du défunt et constituant un outil de communication sociale en même temps qu'un marqueur de statut et de respectabilité. Pour en parler, je reçois Christian Job Morion, généalogiste professionnel qui est déjà intervenu dans ce programme, membre de l'U-Projet, qui va nous expliquer à quel point le faire-part de décès représente en un seul document une véritable cartographie familiale. Christian Job Morion, bonjour. Bonjour Stéphane, et merci de me recevoir à nouveau. On ne se lasse pas, Christian. Alors, tu as récemment rédigé un article très complet sur le faire-part de décès, publié sur le blog de ton site, geneadhoc.fr. Que peux-tu nous dire de son apparition et de son utilisation à travers le temps? Et est-ce que tu confirmes qu'il y a bien eu un âge d'or au XIXe siècle? Alors oui, il y a eu un âge d'or au XIXe siècle, mais on retrouve ce qu'on peut un peu identifier comme des ancêtres du faire-part au XVIIe siècle, au sein de la noblesse. Mais vraiment, ce qu'on connaît aujourd'hui comme les faire-part, c'est apparu seulement à la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire dans les années 1770, pour annoncer des mariages et des décès par la noblesse. Ce qui s'est passé au XIXe siècle, et c'est pour ça qu'on peut parler d'âge d'or, c'est qu'on a vu une montée en puissance de l'usage du faire-part, donc qui s'est étendue à la haute bourgeoisie, puis progressivement à la bourgeoisie intellectuelle, puis ensuite même à la petite bourgeoisie, celle des commerçants, des artisans, et ça c'est plutôt à la fin du XIXe siècle. Et enfin, au tournant du XXe siècle, on voit le faire-part vraiment s'étendre aux classes populaires. Aujourd'hui d'ailleurs, c'est vraiment un incontournable pour toutes les classes sociales. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu, Christian, de sa construction? Parce que moi, quand on tombe sur des faire-part de cette époque, c'est impressionnant parfois. On a des pages entières de noms qui se suivent. Est-ce que ça répondait à un modèle établi? Tu l'as dit un petit peu, mais est-ce que c'était réservé quand même un peu à une élite sociale? Alors, c'était pas réservé à une élite sociale stricto sensus, mais quand même, il y avait un coût. Il y avait un coût d'impression, il y avait un coût d'affranchissement, il y avait un coût de publicité aussi, puisqu'on voulait souvent être publié dans un journal. Donc de facto, il y a quand même, pendant longtemps, eu un coût qui fait que c'est resté une norme bourgeoise. Quand je parle de normes, c'est que, comme tu l'as dit, effectivement, il y avait, un modèle établi. Il y avait une structure qu'il fallait respecter. On ne faisait pas un faire-part n'importe comment. Il y avait une structure sur le fond et il y avait une structure sur la forme. Sur le fond, il faut dire qui annonce. Il ne faut pas le dire dans n'importe quel ordre. Il y a un ordre de proximité de l'affiliation à respecter. Les gens viennent les uns après les autres et sont cités les uns après les autres dans l'ordre de proximité, du défunt. Il y a aussi une norme sur ce qui est annoncé avec des formules précises. On ne dit pas ce qu'on veut n'importe comment. Par exemple, il y a des formules comme «Ils ont la douleur de vous faire part de». Il y a une norme sur la présentation du défunt, qui, le faire-part concerne, avec des normes pour citer la profession, les honneurs, les médailles, et cetera et puis il y a aussi une norme sur, l'annonce de l'événement. Quand, où ont lieu les obsèques. Sur la forme, il y a aussi des normes, on ne s'en sort pas, des normes sur le type de papier à utiliser, sur la typographie à utiliser. Il faut une bordure noire autour du faire-part et puis, la mise en page générale aussi est codifiée, de sorte que ça mette en valeur les noms, les dates et tous les éléments qui sont des marqueurs sociaux qu'on veut promouvoir quelque part. Alors, si je reprends un peu ton article, tu prends l'exemple d'un faire-part de décès d'un certain Henri Marchand, décédé en 1904, et tu utilises cette expression que j'aime bien: «Tout le monde à l'appel». Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'il fallait être le plus exhaustif possible? Alors oui, effectivement, les faire-part de décès, ils font une énumération, parfois vraiment extrêmement longue, de toute la parentèle du défunt.
Chaque cousin, même parfois très éloigné, est associé au deuil et du coup, il est mentionné dans le faire-part. Donc en fait, le travail du généalogiste, c'est de faire l'appel, c'est-à-dire de, vérifier dans la famille du défunt qui est présent sur le faire-part et qui n'est pas présent sur le faire-part. Donc on fait l'appel. En fait, on prend chaque membre de la famille, ça on peut le faire ou dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire reconstituer l'arbre et faire l'appel, savoir qui est là, qui n'est pas là. Ou alors on peut prendre le faire-part et on peut, à partir du faire-part, dresser un arbre généalogique et creuser pour savoir s'il manquerait pas quelqu'un. Alors, comme tu l'as dit, Christian, il arrive que parfois que certains manquent à l'appel. Alors, que faut-il en déduire? Que l'on peut aussi faire de la psychogénéalogie à partir d'un faire-part? Eh bien oui, c'est ce qui rend en fait, faire-part super intéressant. Parce que c'est contrairement aux actes d'état civil notariés, c'est un document qui émane des familles. Donc qui révèle des choses sur la famille, sur sa perception d'elle-même, sur quelque chose qui est un peu de l'ordre de l'intrafamilial, sur les relations entre les gens. Donc les absences, par exemple, elles en disent beaucoup plus que ce qu'on imagine, voire plus que les présences. Quand elles concernent des membres proches de la famille, par exemple, s'il y a un frère, un oncle, une tante ou un cousin germain qui n'est pas associé au deuil, c'est rarement un simple oubli. C'est en fait le signe qu'il y a une rupture familiale quelque part et donc ça veut dire qu'en sous-jacence, il y a ce qu'on peut appeler un nœud psychogénéalogique. Alors ça, c'est super intéressant pour le généalogiste. Ça nous permet soit de confirmer une rupture qu'on soupçonnait déjà, on est en train d'investiguer par exemple, ou alors ça peut carrément nous mettre sur la piste d'une rupture qu'on ne connaissait pas, c'est-à-dire d'un drame familial, d'une exclusion, d'un bannissement, d'une honte sociale particulière, en bref, d'un secret de famille, quoi. Alors, on trouve aussi, tu l'as dit, des qualifications du défunt, hein. C'est très normé, hein, son métier, ses décorations, par exemple. Donc, autant de points de départ pour de nouvelles pistes, là aussi, par rapport à ce que tu viens de dire juste avant. Absolument. En fait, le faire-part de décès, il a plusieurs fonctions. Alors oui, il y a celle d'annoncer la mort, c'est la fonction, principale. Mais, il y a aussi une fonction d'afficher la solidarité du clan familial, si je peux dire, de la parentèle dans son ensemble, de la famille au sens large. Et puis surtout, comme tu viens de le dire en parlant des qualifications, le faire-part sert de marqueur social. On cherche, à travers le faire-part, à afficher «la qualité» entre guillemets de la famille. Ça passe par, la mention des qualifications du défunt, on parle de mentionner sa profession, ses affiliations à des associations ou alors à des sociétés savantes, ses décorations s'il en a reçu. Enfin, ça passe par, tous ces éléments descriptifs du défunt, mais pas que. On parle aussi des qualifications des membres de la famille, c'est-à-dire des gens qui annoncent le décès, des proches parents. Quand on liste tous les membres de la famille qui sont associés au deuil, il y a un vrai choix éditorial qui est fait et qui en dit long sur la manière dont la famille cherche à être perçue socialement. Donc dans certaines familles, par exemple, on va décliner des qualifications les plus évidentes. Pour d'autres, on va décliner les professions intermédiaires juste pour avoir asseoir une identité de famille. Pour se présenter comme une famille de fonctionnaires, par exemple, on va indiquer les postes des différents membres de la famille qui sont associés au deuil. Rédacteur au ministère de l'Agriculture, sous-chef au ministère de l'Intérieur, et cetera, et cetera. En fait, on ne va pas à chaque fois, dans chaque famille, décliner les professions de tout le monde de la même manière. Pour une famille modeste, par exemple, ou plus modeste, on va indiquer la profession, par exemple, d'un cousin qui est, négociant ou fabricant, par exemple, en gants prix. Mais dans une famille aristocrate, ce genre de profession, on ne va pas la décliner. On citera juste le nom de l'individu qui est associé au deuil, sans préciser sa profession. Alors, j'ai une question toute simple, Christian, mais où est-ce qu'on peut trouver ces fameux faire-part? Est-ce qu'il y a des bases collaboratives qui les regroupent, par exemple, ou d'autres sources? Eh bien, les faire-part, leur, conservation, elle est quand même, assez diffuse, c'est un peu éparse. Malheureusement, j'ai envie de dire, il y a des collections de faire-part un peu partout. Donc il y a des collections de faire-part dans des centres de dépôt d'archives, comme les archives nationales ou les archives départementales. On retrouve des faire-part aussi à la BNF, ils ont une grande collection de faire-part d'ailleurs. Et puis il y a des collections privées de faire-part. Par exemple, on retrouve, plusieurs collections privées de faire-part sur Généanet. Généanet annonce plus d'1,5 million de faire-part en ligne. Ça, c'est une source, importante pour, nous autres généalogistes. Mais en fait, on peut trouver des faire-part et des collections de faire-part, aussi dans des bibliothèques municipales. Par exemple, interroger le catalogue collectif de France pour se rendre compte de l'existence de ces collections. On retrouve des faire-part parfois au hasard, de ces visites de brocante
ou alors sur eBay ou sur Le Bon Coin, les faire-part surgissent. D'ailleurs, je recommande, de mettre des alertes sur ces sites. J'ai retrouvé comme ça des faire-part très intéressants. Et puis, autre source pour retrouver les faire-part pour le généalogiste, c'est la presse ancienne. Puisque très souvent, les faire-part étaient non seulement diffusés, mais publiés dans les journaux locaux. Donc, Retro News, on peut facilement trouver des faire-part. Des fois, ça peut aider de taper de saisir des noms de la parentèle. Quand il y a des noms très communs, par exemple, comme Durand ou Dupont, on peut saisir d'autres noms, de l'entourage proche pour cibler et retrouver un faire-part. Pour ce qui concerne les faire-part plus contemporains, il existe des sites spécialisés comme Dans nos cœurs ou Libra Memoria qui, indexent les faire-part qui sont publiés dans les journaux locaux depuis environ 2010. Il y a aussi des journaux qui, mettent directement, leurs faire-part, à disposition sur internet au sein de bases de données comme par exemple Le Figaro, qui le fait aussi, ou Sud-Ouest, qui permettent d'interroger des faire-part, mais qui sont contemporains. Alors les faire-part contemporains ne sont pas du tout à négliger en généalogie. On a parlé précédemment des faire-part de décès du 19e siècle, mais les faire-part contemporains sont très utiles pour faire la généalogie descendante et pour identifier des cousins qui sont encore en vie. En conclusion, Christian, que dire du faire-part aujourd'hui? Moi, j'ai l'impression qu'il a beaucoup maigri par rapport à celui dont on parle, de ce fameux âge d'or. Que faut-il y voir? Quelle lecture tu en fais? Et et oui, effectivement, il a beaucoup maigri. Aujourd'hui, quand il y a un deuil, on associe, à l'événement presque exclusivement la famille nucléaire. On peut citer les beaux-frères, les frères, les sœurs, les beaux-frères, les belles-frères, les neveux et nièces à la rigueur, mais et encore. Et puis surtout aujourd'hui, on n'énumère pas les qualifications des membres de la famille du défunt comme on le faisait avant. Même, l'information nominative est réduite parfois au seul prénom, des individus. Donc c'est effectivement, ça a beaucoup maigri. Ce que ça indique, selon moi, c'est qu'on est passé vraiment à une dimension du deuil un peu différente. Le deuil était très collectif avant et là, on va vers un deuil de plus en plus intimiste. Ça, je pense que c'est le résultat de l'évolution individualiste de nos sociétés, individualiste au sens neutre, hein, du terme, et que, avant, l'individu s'inscrivait, au sein d'une parentèle, large, d'un réseau de parentèle, d'un réseau de famille. On entretenait le lien, c'était important. Qui aujourd'hui, franchement, serait capable de citer au moment du décès de quelqu'un, le nom de tous ses cousins issus de germain, par exemple? À part nous autres passionnés de généalogie, qui vraiment serait capable de faire ça aujourd'hui? Christian, un grand merci pour ta participation à Racines et Récits, et je précise encore une fois l'adresse de ton site, geneadhoc.fr, qui permet de découvrir l'étendue de ton offre. Eh ben, merci à toi Stéphane pour l'invitation et puis jamais 203. C'est noté, Christian. Vous venez d'écouter Racines et Récits, saison 2, épisode 3. Ce programme disponible sur toutes les plateformes de lecture est animé par Stéphane Demazure et réalisé par Julien Riquier. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, et à nous laisser un commentaire. Vous pouvez aussi le retrouver sur le site de notre association upro-g.fr. Rendez-vous pour notre prochain épisode le 20 février. À bientôt et merci pour votre fidélité.